Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener faire un petit voyage dans le temps. Ou plutôt devrais-je dire, dans l'espace-temps. Le voyage dans le temps a toujours été l'un des plus grands fantasmes de l'humanité. Le fait de pouvoir se transporter d'une réalité temporelle à l'autre, c'est extrêmement excitant. Et aussi incroyablement dangereux. Mais après tout, qui n'a jamais rêvé de rencontrer son arrière-grand-père et de lui dire que, premièrement, on a gagné la guerre, et que deuxièmement, ce genre d'objet sera à la mode. Ouais. Mais vous me connaissez, je possède un bac plus 5 en brisage de rêve. Et oui, le voyage dans le temps ne ressemble pas tant à de la science qu'à de la science-fiction. On aimerait bien régler tous ces problèmes de paradoxe temporel, et trouver une solution en un claquement de doigts comme ça. Mais si justement, au lieu de se prendre la tête, il suffisait simplement de regarder les étoiles. Avant de commencer la vidéo, je tiens juste à faire un petit message. Donc là, c'est le moment où il fait sa pub. C'est bon, ta gueule. Si jamais vous aimez mon travail sur YouTube, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche pour ne pas rater les notifications et les futures vidéos, partager, liker, etc. Moi, ça me permet de faire vivre la chaîne. Revenons au temps. Le temps est une dimension. Il fait partie de notre univers qui est en 4 dimensions. 3 dimensions d'espace, longueur, largeur, hauteur, et une dimension temporelle. Le temps permet aux objets et aux éléments chimiques de se trouver dans 2 états et situations différentes. Il joue donc un rôle majeur dans la compréhension de notre univers et nous a permis même de théoriser un concept que l'on nomme l'espace-temps. C'est une représentation mathématique du cosmos où ces 2 éléments sont inséparables. Je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos de ScienceClick sur la relativité générale et l'espace-temps. C'est vraiment de la bonne qualité qualitative, comme on dit. Ça veut rien dire, mais je le dis quand même. Donc allez voir ça en description. Mais avant d'y aller, finissez de regarder ma vidéo, je veux dire, ce serait un peu con, quoi. Quand on aborde la question du temps, le voyage temporel est un sujet inévitable. On a évidemment pour image les films hollywoodiens du style Retour vers le futur, où on se déplace de réalité temporelle à réalité temporelle, du passé ou dans le futur. En réalité, voyager dans le temps tel qu'on les voit dans les films de science-fiction est impossible. Mais laissez-moi vous expliquer. Si je décide de remonter dans le temps, disons, il y a 1 heure, la Terre aura déjà parcouru 107 000 km autour de son orbite. Et le Soleil, lui, aura déjà parcouru un petit bout de chemin dans la galaxie. La galaxie qui, elle, se déplace. Il n'existe pas de référentiel absolu dans l'univers. Et si jamais un tel concept existait, il faudra alors un sacré niveau d'intelligence artificielle pour espérer un jour l'identifier. Dans Retour vers le futur, par exemple, Marty McFly ne voyage pas dans le temps. Il voyage dans l'espace-temps, parce qu'il est toujours sur Terre. Dans un film de SF, oh, ça passe. Mais forcément, dans la réalité, les lois de la physique s'interposent en disant « Ah non, monsieur McFly, vous ne pouvez pas voyager dans le temps comme ça, c'est impossible !» Ce à quoi McFly répondra « Oh mais qui êtes-vous là pour m'interdire de voyager dans le temps? C'est du fascisme, voilà !» On ne peut pas briser ou violer les lois de la physique comme ça, parce que le faire reviendrait à changer radicalement la composition de notre univers. Mais au-delà de ça, voyager dans le temps de manière instantanée pose un autre problème qui a été très bien expliqué par Bruce Benamran de la chaîne Y Penser. Si je décide de faire comme dans Retour vers le futur, je me transporte d'une réalité à l'autre. Cela veut dire que je ne suis plus dans mon univers, mais dans un autre univers qui n'a absolument rien à voir. En d'autres termes, j'ai supprimé de la matière et de l'énergie dans mon univers, et je l'ai additionné dans un autre. Ce qui est une totale aberration des lois de la physique, à nouveau parce que comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette phrase, au-delà du fait qu'elle est assez élégante, est avant tout un indicateur de ce qui se passe dans le cosmos. La quantité de matière et d'énergie dans l'univers sont les mêmes. On ne peut pas créer de l'énergie à partir de rien, ça ne veut rien dire. Si on veut le faire, on doit forcément la tirer d'autre part. De la même manière que l'on ne peut pas retirer de la matière et de l'énergie à notre univers. Il existe cependant plusieurs alternatives pour contourner ce problème. L'un d'entre eux est la théorie des trous de verre. Un trou de verre, c'est un pont entre 2 lieux de l'espace-temps. Traverser le trou de verre équivaut à se téléporter vers un autre endroit de l'univers et à une époque différente. Mais qu'on se le dise, l'existence des trous de verre est encore hypothétique.
Une autre solution serait de s'approcher d'un corps très massif et de subir les effets de la relativité afin de dilater le temps et donc vieillir moins vite que les autres, entre guillemets. Ce qui fait que vous avancez plus vite vers le futur que les habitants de la Terre. Le temps est relatif, il n'est pas le même partout dans l'univers. Si jamais je décide de m'approcher d'un trou noir, ce qui est, avouons-le, complètement suicidaire, le temps va se dilater, ce qui veut dire que 1 seconde pour moi pourrait équivaloir à plusieurs secondes pour les habitants de la Terre. Mais encore faudrait-il y aller. Faudrait-il trouver le moyen de ne pas se faire disloquer à cause de la colossale gravité d'un trou noir? Encore faudrait-il trouver le moyen de contourner le problème du voyage interstellaire. J'adore briser les rêves des gens. Ces solutions, si toutefois elles sont envisageables, ne concernent que le voyage vers le futur. Mais qu'en est-il du voyage vers le passé? Et vous savez quoi? Pas besoin de DeLorean. Pas besoin de passer à travers des trous de verre. Pas besoin d'inverser son entropie comme dans Tenet. Non. Il suffit simplement de regarder les étoiles. Ou presque. Je vais vous expliquer. Pendant longtemps, on a cru que la lumière était instantanée et que sa vitesse était infinie. Elle n'est donc pas mesurable. Ouais, c'est le principe de l'infini. Aujourd'hui, nous savons que la lumière se déplace dans le vide à la prodigieuse vitesse de 299 792 km par seconde. Mais on peut, pour les besoins de l'épisode, arrondir à 300 000 km/s. Cette vitesse est tellement rapide qu'aucune autre vitesse ne lui est supérieure dans tout l'univers. Mais la conséquence terrifiante de cette vitesse, c'est qu'elle est très rapide à l'échelle d'un humain, mais extrêmement lente à l'échelle du cosmos. La lumière émise par certains objets célestes met des milliards d'années à nous parvenir. En d'autres termes, l'univers est si grand que si jamais il avait une conscience, il ne pourrait même pas se voir lui-même. Prenons un exemple. Si vous décidez de lever les yeux vers le ciel et de regarder, je sais pas moi, la Lune, alors vous ne voyez pas la Lune telle qu'elle est maintenant, dans le présent. Vous voyez la Lune telle qu'elle était il y a environ 1,2 secondes dans le passé. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce que notre satellite se trouve à 384 400 km de la Terre en moyenne. Et vu que la vitesse de la lumière n'est pas instantanée, 300 000 km par seconde environ, elle met alors 1,2 secondes à nous parvenir. 1,2 secondes de décalage de la lumière du soleil reflétée par la Lune qui vient à nos yeux, c'est pas non plus monstrueux. Mais que se passe-t-il si ce décalage se compte en années, en dizaines d'années, en centaines d'années, en milliers d'années, en dizaines de... Enfin, vous avez compris. L'étoile la plus proche de nous, en excluant le Soleil, est Proxima du Centaure, à une distance d'environ 4,243 années-lumière. Cela veut dire que la lumière émise par cette étoile met 4,243 ans à nous parvenir sur Terre. Lorsque nous observons cette étoile, nous la voyons telle qu'elle était il y a 4 ans. Prenons un autre exemple. Voici Bételgeuse, une géante rouge située à 642 années-lumière de la Terre. Ce qui veut dire que la lumière émise par cette étoile met 642 ans à nous parvenir en traversant le vide de l'espace interstellaire. Si, à l'heure où cette vidéo est publiée, nous observons cette étoile à travers un télescope, nous la voyons telle qu'elle était au XIVe siècle. Plus précisément en 1378. Et ouais. Et on peut pousser cette réflexion encore plus loin, genre si une civilisation extraterrestre vivant dans une galaxie à 100 millions d'années-lumière de la Terre était actuellement en train de nous observer, il ne verrait pas d'humains. Par contre, il verrait des dinosaures. On ne peut pas observer les objets célestes tels qu'ils sont dans le présent. On ne peut voir que leur passé, parce que la vitesse de la lumière n'est pas instantanée, elle est mesurable. On peut donc affirmer que regarder les étoiles, c'est remonter dans le temps. Eh oui, parce que nous voilà au point central de cet épisode. Contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser, non, on ne remonte pas dans le temps quand on regarde les étoiles. Remonter dans le temps signifierait se transporter dans la réalité du passé, mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, c'est strictement impossible. Si nous voyons le passé des étoiles dans notre présent, c'est parce que la lumière a mis un certain temps à nous parvenir. Ça ne veut pas dire qu'on partage leur réalité. Nous n'avons pas changé de réalité quand on regarde les étoiles. On constate juste les distances faramineuses du cosmos.
Voir le passé ne veut pas dire y aller, et de toute façon, ça n'est qu'une question de point de vue. Cela dépend de notre position dans l'univers. Si en faisant des fouilles, un archéologue tombait sur les traces d'une ancienne civilisation, il n'a pas remonté dans le temps pour les trouver. Il les a juste découverts aujourd'hui, dans le présent, dans sa propre réalité temporelle. Bah avec les étoiles, c'est pareil. Vous trouvez que je pinaille, que je joue avec les mots, que je brise le rêve des gens? Ouais, désolé. Mais en science, pinailler, c'est important. Parce qu'à force d'utiliser des expressions pour exprimer des choses, on finit par affirmer d'autres choses fausses. Alors évidemment, ça n'enlève pas à la beauté de la chose, mais ça nous amène aussi à une réalité terrifiante. Si la vitesse de la lumière est finie, alors certains objets célestes, dus à l'expansion de l'univers, ne pourraient jamais envoyer leur lumière pour qu'ils parviennent à nos yeux. Un peu moins de 14 milliards d'années après sa création, on estime que l'univers observable mesure 92 milliards d'années-lumière de diamètre. Au-delà de cet espace se trouve l'univers dit inobservable. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le ressentir, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas, parce qu'il est trop loin. Et vu qu'on peut ni le voir ni le mesurer, on ne sait même pas s'il est fini ou infini. On ne connaît même pas sa forme réelle, en fait. Blaise Pascal déclarait dans un de ses livres « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Et il avait bien raison. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour ne pas rater les notifications, à partager cette vidéo et à mettre un petit pouce bleu si mon travail vous plaît. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques. À la prochaine!